Hey, salut la gang et bienvenue dans cette capsule du Dan's Dream Garage. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les raisons qui m'ont convaincu d'investir dans une collection de motos. Aussi, je vais partager avec vous 5 valeurs sûres à détenir dans une collection de motos et 5 motos qui sont susceptibles d'être un investissement très intéressant au cours des prochaines années. Enfin, je me suis acheté du nouveau matériel pour créer mes vidéos et je vais tester le tout au long de cette vidéo. Donc, il va y avoir des différentes prises de vue et il se peut que la qualité audio et vidéo ne soit pas parfaite et j'en suis vraiment désolé. Donc, je me suis dit, il faut que je teste le matériel, donc vaut mieux rendre l'utile à l'agréable en parlant d'un sujet qui intéresse les gens. Eh bien, tel qu'expliqué dans la vidéo, une collection de motos, est-ce un investissement que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien directement ici. Il y a en effet 7 raisons qui m'ont incité à démarrer une collection de motos. Je suis un passionné de motos depuis ma tendre enfance, ayant débuté sur des mini-trails, des motocross, des VTT, des motosports, des motos de route et j'en passe. Donc, une grande partie de mon intérêt pouvait être assouvi en étant collectionneur de motos. 2, je suis aussi investisseur sur les marchés boursiers et avoir une diversification dans des actifs tangibles comme une collection de motos, eh bien c'est une bonne gestion du risque de ces avoirs. Donc comme l'adage le dit, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. 3, dans un environnement inflationniste, les biens tangibles sont une bonne protection afin de se prémunir contre l'inflation et j'en parle justement dans la vidéo que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Donc plusieurs personnes vont se réfugier dans des actifs immobiliers, mais une collection de motos est beaucoup moins exigeant qu'un immeuble locatif. Donc la moto ne vous appellera pas au jour de l'an à minuit pour vous dire qu'elle a un dégât d'eau dans son appartement. 4. Le marché des collectionneurs est un vaste marché et depuis que les importations de motos en Chine ne sont plus bannies, eh bien c'est un très grand marché qui vient de s'ouvrir. 5. Le nombre de motocyclistes est passé de 10 millions en 2000 à 20 millions en 2020, donc de plus en plus de gens s'y intéressent. 6. Le marché de la moto est beaucoup moins développé que le marché des autos de collection, donc c'est un marché qui est encore accessible et encore très jeune, donc ce qui fait qu'il demeure encore très intéressant pour monsieur et madame tout le monde qui veulent bien entendu diversifier leurs actifs tout en profitant de belles pièces de collection. Enfin, outre le fait qu'il faut avoir des compétences pour être en mesure de bien évaluer le type de moto qui est collectionnable, eh bien, ça prend très peu d'espace pour le jeune moto versus une auto de collection, par exemple. Dans le monde des motos de collection, on retrouve 3 catégories. La première, c'est la moto que j'appelle patentée. Donc, dans le jargon québécois, ça veut dire que c'est des motos qui sont des pop, oui, mais qui ont été restaurées ici et là par des gens qui n'avaient pas nécessairement d'expérience, qui ont pris des pièces qui sont sur d'autres motos pour les insérer sur cette moto-là et qui a plusieurs irrégularités. J'ai même vu des motos avec des écrous qui avaient été achetés à la quincaillerie du coin. Donc, la peinture n'est pas d'origine et si la moto a été repeinte, bien elle a été repeinte pas selon les spécifications de la peinture d'origine. On va retrouver aussi souvent des pièces qui ont été peintes avec la canette. Donc, pas une très grande qualité de restauration. Et ces propriétaires-là vont souvent vous raconter plein d'histoires pour vous dire comment cette moto-là a une très grande valeur. Mais ce qu'ils ne font pas, c'est de prendre en considération qu'ils comparent en fait leur moto à des motos top condition que j'appelle de classe collection. Et qui ont été inspectés, qui ont été restaurés par des experts et qui ont été vendus par des professionnels lors d'un encan spécialisé. Donc,
La deuxième catégorie qu'on retrouve, c'est les motos restaurées. Donc, ici, on retrouve des motos qui ont été restaurées avec les bonnes pièces et les pièces d'origine. Ça a été fait par des restaurateurs qui sont habilités à le faire, mais dans un contexte où les motos vont être très peu utilisées. L'extérieur est de bonne qualité, donc l'enveloppe de la moto, c'était bien fait avec un bon goût, mais le côté mécanique et l'intérieur du moteur, disons que c'est pas l'endroit qu'on y a passé le plus de temps. Donc, le moteur démarre, mais la moto n'a pas la puissance et la fiabilité qu'elle avait à la sortie de l'usine. Bien souvent, elle a assez de jus pour aller, pour se rendre directement au concours d'élégance ou la fameuse randonnée du dimanche, mais elle ne fera pas Québec-Montréal et surtout pas aller-retour. Enfin, la troisième catégorie, c'est les motos de type classe collection. Ce sont des motos qui sont extrêmement rares, qui possèdent toutes les bonnes pièces, de très très fines irrégularités s'il y en a. Les couleurs sont selon les spécifications du manufacturier d'époque. Et la machine fonctionne comme un charme, beau temps, mauvais temps. Aussi, la plupart du temps, cette moto va avoir été restaurée par un restaurateur qui est reconnu et qui fait habituellement ce type de moto-là très spécifique. Le budget pour la location de la restauration n'a pas été un enjeu puisque le propriétaire voulait garder la moto dans son authenticité extrême. Donc, c'est la troisième catégorie. Donc, c'est bien important de comprendre cela lorsqu'on veut investir dans une moto de collection parce que si on se retrouve dans la première catégorie, soit les motos que j'appelle patentées, eh bien, cela peut diminuer son prix. Et au contraire, si on se retrouve dans la troisième catégorie, soit les motos de catégorie collection, de classe collection, eh bien, cela peut augmenter la valeur de cette moto. Bien entendu, pour quelqu'un qui désire collectionner des motos, bien, il y a plusieurs autres critères qu'on doit regarder. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Le but de la vidéo aujourd'hui n'était pas de rentrer dans ce détail. Toutefois, j'aimerais vous présenter maintenant des motos qui sont susceptibles de prendre de la valeur et qui ont même débuté. Et qui reste dans un budget accessible, je dirais, et on en retrouve en vente sur les marchés actuellement. Je me suis concentré sur des motos japonaises car ici, en Amérique du Nord, les motos japonaises ont été très prédominantes dans les années 70, 80, 90. Et puis, plusieurs achats ont été faits, donc il est encore possible d'en retrouver. Donc, mon intention était de présenter, certes, des motos qui sont dans un budget pour quelqu'un qui débute une collection, mais aussi qu'on peut retrouver si on fait de la recherche, bien entendu, et si on est attentif. Donc, les deux premières motos sont des Honda. Donc la première, c'est une Honda CB 750 CB Honda plutôt ont produit les CB 750 à partir des années 1969. Et c'est une moto qui a eu énormément de succès. Donc, c'est une moto qui a été considérée comme la première moto super sport. Quoiqu'elle n'a pas nécessairement l'allure d'une moto hyper sportive, mais le moteur était un moteur puissant. Et le fait fureur cette moto. Donc, l'année 69, il y a deux modèles qui se sont produites, soit la Sandcast et la Diecast.
Je vous dirais que la Sandcast est beaucoup plus recherchée par les collectionneurs et bien entendu le prix va de soi aussi. Pour la première moto, c'est la CB750. Pour la deuxième moto, encore là, c'est une Honda, la CBX 1047cc, particulièrement l'année 1979, première année de production de la CBX. Ils l'ont faite en deux couleurs, la rouge Red Glory et la Silver. Selon ce que je vois dans les encans, la rouge est beaucoup plus recherchée. Mais c'est deux motos très intéressantes. La production de la CBX a été jusqu'en 1982. Moi, j'en possède une 82, une version qui a été produite en 2000 copies seulement, 2300 je crois. Donc, assez rare. C'est une moto que j'aime beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées sur cette moto, dont la fourche avant, le monochoc à l'arrière avec l'arrivée du Swing-Arm Pro Link et les différents ajouts qu'ils ont fait sur cette moto. C'est une 6 cylindres, donc moto très fougueuse. C'est la première moto qui a franchi le 100 chevaux. La troisième moto, on va changer de manufacturier. On va aller avec les Kawasaki. Donc, la Kawasaki Z1, c'est une 900cc, produite de 73 à 76. C'est une moto assez rare. 77 sont arrivés avec la 1000cc. C'est une moto qui est très intéressante, très recherchée par les collectionneurs également. Donc voilà un choix qui va prendre la valeur, ça c'est sûr et certain, dans un contexte où il y a de la rareté et de la demande. La quatrième moto, c'est encore là une Kawasaki. C'est la KZ plutôt, 1300cc. Et encore là, c'est une 6 cylindres. Les deux seuls manufacturiers japonais qui ont mis en commercialisation des 6 cylindres sont la CBX de Honda et celle-ci, la Kawasaki KZ 1300cc. Donc, voilà mon quatrième choix. Et si on va avec le cinquième choix, eh bien, c'est dans le manufacturier Yamaha, la VMAX 1985, première année de production. Ici, en fait, je pense qu'ils ont débuté la production en 84, mais ici, cette moto a été sur les marchés nord-américains en 85. Une 1200cc. Et c'est une moto qui a été produite plusieurs années, jusqu'à la fin des années 90. Et ils ont cessé la production pour revenir quelques années plus tard avec une VMAX avec plus de chevaux. C'est une 1700cc qu'ils ont produite à ce moment-là. Donc VMAX, très bon choix. Moto encore accessible, mais vous allez voir, plus difficile à trouver que les autres, particulièrement ici en Amérique du Nord. Enfin, mon dernier choix s'arrête sur la Suzuki GSX-R 750, l'année 85 particulièrement, le modèle bleu. C'est une moto qui est très recherchée, c'est une moto à allure hyper sportive. Et vous allez voir que si vous faites des recherches un peu, vous allez voir que c'est une moto qui était la plus performante de l'époque avec son 750. Et si vous réussissez à trouver l'année 86, la édition limitée qui avait été faite pour couronner cette moto, eh bien,
mettez la main là-dessus car c'est des motos qui vont prendre beaucoup de valeur, qui sont très recherchées actuellement. Donc voilà, ça fait le tour des 6 motos que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bien entendu, c'est très sommaire, il y en a plusieurs autres et j'invite tous ceux qui s'y connaissent au niveau des motos de collection, surtout les motos japonaises qu'on parle ici dans cette vidéo. Éventuellement, je vais faire des vidéos sur d'autres manufacturiers. Je vous invite à les présenter, vos motos, dans les commentaires, car c'est en partageant avec la communauté qu'on va s'entraider et aussi identifier les motos du futur qui sont intéressantes. Enfin, bientôt, je vais présenter des entrevues que je suis en train d'organiser avec des collectionneurs, avec des restaurateurs de motos. Donc, je vais aussi faire des reviews sur des motos de collection. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que vous allez manquer ces opportunités-là et surtout si vous êtes intéressé par ces sujets et ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Aussi, il y a la page Facebook de Dan's Grim Garage. Si vous voulez être à l'affût de toutes les communications que je mentionne à propos des motos et des différents sujets, abonnez-vous aussi à la page Facebook car beaucoup d'informations qui se présentent là puis vous ne retrouverez pas nécessairement dans la chaîne YouTube. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et ici au Québec, la saison de moto vient de débuter. Alors je vous invite à être prudent parce que, comme vous avez probablement vu, les routes sont encore n'ont pas été nettoyées, donc il y a encore une fine couche de gravier sous la route et il faut être prudent. Et je vous souhaite surtout un très bel été et de belles randonnées. À très bientôt!